Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Nous sommes ensemble pour 90 minutes de débat en direct. L'axe Alger-Moscou se renforce. Les deux pays entretiennent une relation historique de plus de 60 ans, marquée par une coopération continue, un partenariat stratégique. Des bases devant connaître une nouvelle impulsion à la faveur de la visite d'État de 3 jours qu'effectue le président de la République à Moscou à l'invitation de son homologue russe Vladimir Poutine. Que faudra-t-il attendre de cette visite en Russie? Nous en parlerons avec nos invités. Et puis du nouveau dans le dossier du Sahara occidental, Bruxelles fait machine arrière. Il n'y a actuellement aucune négociation entre les 27 et le Maroc concernant l'accord de pêche dont le protocole actuel expire le 17 juillet prochain. Les déclarations allant dans le sens de l'impossibilité d'une prolongation de l'accord de pêche UE-Maroc étendu illégalement au Sahara occidental ne cessent de se multiplier. Compte tenu de cette procédure judiciaire, les ministres de la pêche des 27 ont été informés qu'il pourrait être impossible d'éviter une interruption des activités de pêche des navires de l'Union européenne dans les eaux du Sahara occidental occupées. Nous en parlerons dans notre deuxième thématique. Mais pour l'heure, nous allons débattre de cette visite du président de la République en Russie. Nous accueillons sur ce plateau Monsieur Kamel Mansari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant de Canal Algérie et directeur de publication au journal Le Jeune Indépendant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous avons avec nous depuis Saint-Pétersbourg Monsieur Kamel Louaj, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes journaliste correspondant à l'agence de presse Spoutnik Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est le volet économique qui a raflé la part du lion lors de ces 2 premiers jours de visite. Le président de la République a présidé l'ouverture du forum algéro-russe à Moscou. On en parle dans ce sujet avec Amel Bouarba. On revient après, juste après pour le débat. Le forum d'affaires russo-algérien ouvre des perspectives prometteuses pour une nouvelle étape de la coopération stratégique entre les deux pays. Pour la Russie, l'Algérie est un partenaire clé en Afrique et les opportunités de partenariat sont multiples dans différents domaines. Les deux pays veulent donner une grande impulsion à l'action bilatérale dans divers domaines, notamment l'économie et l'innovation. Notre coopération avec l'Algérie nous permet de préserver l'équilibre des marchés pétroliers, notamment à travers le groupe de l'OPEP+, au sein duquel l'Algérie occupe une place importante et une position stratégique. Il y a environ 250 opérateurs économiques russes qui ont pris part à ce forum et qui s'intéressent au marché algérien. Partage d'expérience. On a une expérience importante dans l'industrie. On est là pour chercher des partenaires potentiels, justement dans les domaines d'énergie renouvelable, l'environnement, l'agriculture, les mines aussi, et pour les partages d'expérience entre les jeunes algériens dans l'extrême sud algérien et les jeunes russes. Nous ambitionnons de bâtir une coopération effective avec des opérateurs économiques algériens, ce qui nous permettra d'investir en Algérie. On fait la transformation numérique et digitale, on est spécialisé dans la géolocalisation. On essaye de développer des solutions sur mesure et s'intégrer dans les tissus économiques afin de les numériser et les développer. L'Algérie et la Russie sont membres au sein du groupe de l'OPEP et du Forum des exportateurs de gaz, dont le secrétaire général est algérien. Les hommes d'affaires russes ont exprimé leur intérêt à investir en Algérie, encouragés par le climat favorable des affaires et le soutien des autorités algériennes à la faveur de la nouvelle loi sur l'investissement. L'Algérie est un partenaire incontournable pour la Russie et l'un de nos alliés les plus importants en Afrique. Le volume des échanges bilatéraux a augmenté de près de 70% en 2022. Nos deux pays conjuguent leurs efforts en matière de coopération énergétique avec une convergence de vues pour équilibrer le marché du pétrole et du gaz dans le cadre de l'OPEP et de l'OPEP+. Il y a un programme de développement entre le groupe Saïdal et l'entreprise russe Biocad pour la production de certaines marques de médicaments. Nous comptons lors de ce forum donner une grande impulsion à l'action bilatérale dans les domaines de l'économie du savoir et de l'innovation. Outre tous ces secteurs, Alger et Moscou misent sur le renforcement de la coopération économique dans l'industrie, les transports, la logistique et l'aviation. Ce forum se veut ainsi une occasion idoine de mettre en place une stratégie afin de renforcer les opportunités d'investissement.
Voilà, renforcer les opportunités d'investissement. C'est sur cette thématique-là que ces 2 jours de visite ont porté. Kamel Mensari, le président de la République, a ouvert donc la présidence, ou a présidé l'ouverture du Forum économique russo-algérien. Il y a une volonté aujourd'hui pour l'Algérie de diversifier ses partenariats sur le plan économique. On sait que l'Union européenne représente le plus gros des échanges commerciaux avec l'Algérie. Aujourd'hui, avec la Russie, il est estimé à peu près 3 milliards de dollars. On veut diversifier davantage cette coopération. Il a été déjà fait un constat sur le fait que les échanges commerciaux entre Alger et Moscou sont en deçà des ambitions des 2 pays. Ça a été déclaré plusieurs fois par les officiels algériens et russes depuis 2008. Certes, il y a eu déjà un forum, le similaire en 2016, donc, durant lequel il a été question d'explorer les opportunités d'investissement. Mais il y a eu la 2e crise pétrolière, donc, qui a fait reculer ces projets-là. Et en plus, on a vu que durant les dernières années, l'Algérie n'était pas prête pour, c'est-à-dire à la rigueur, porter ses ambitions ou bien chercher de nouvelles opportunités au-delà des hydrocarbures. Donc ça a été quelque chose qui a été perturbé, on le sait, l'instabilité politique qu'il y a eu en Algérie. Donc effectivement, puisqu'il y a eu le Covid, la pandémie, et bien évidemment aujourd'hui on est en pleine guerre avec l'Ukraine. Donc c'est dans ces conditions-là qu'on est en train de chercher des opportunités pour justement 2 objectifs. Le premier, c'est atteindre l'autosuffisance, c'est-à-dire on cherche une autosuffisance dans le domaine agricole, agroalimentaire, et autosuffisance dans le domaine des médicaments, donc dans le domaine pharmaceutique. Ça pose problème parce que ça coûte énormément d'argent en Algérie. Donc la question des importations des produits agroalimentaires et pharmaceutiques constitue un lourd fardeau pour la trésorerie publique. Donc il faut profiter on est dans la logique. On est dans la logique de profiter de l'expérience russe, parce que les Russes, qui étaient dépendants du marché européen et du marché asiatique dans le domaine agroalimentaire, ont arrivé au bout de 10 ans à faire en sorte à ce que leur pays devienne autosuffisant. Ils exportent, donc ils sont dans la logique du surplus. Il en est de même dans le domaine des industries, c'est-à-dire pharmaceutiques. Donc c'est cette raison-là que 2 objectifs s'inscrivent dans cette visite à travers ce forum. Trouver ces opportunités, voir comment on peut diversifier avec les Russes. Bien évidemment, dans le domaine agroalimentaire en premier, certes, il y a cette volonté des Russes, de Moscou, d'augmenter le volume des exportations en blé vers l'Algérie pour atténuer un petit peu la dépendance, notamment avec la France, et en même temps essayer de voir comment on peut profiter, puisque la Russie, elle a l'expérience en matière des engrais, et nous avons aussi l'expérience en matière des engrais. Donc on constitue aussi une sorte de plateforme ou de réservoir en matière des engrais pour que ce soit la Russie, et la Russie évidemment pour le marché algérien. Donc on est dans cette logique-là. Mais en même temps, il faut rappeler qu'il y a une succession de rencontres entre les responsables algériens et russes. La dernière, c'était la haute commission mixte qui s'est tenue en 2021 en Algérie, en avril 2021, donc, qui est présidée par le ministre justement russe de l'Agriculture, donc pour aboutir justement à trouver des terrains d'exploration. Mais concrètement, on n'arrive pas de part et d'autre à aboutir à des accords concrets ou des investissements concrets. Donc il y a certainement le besoin, parce que la crise en Ukraine a fait voler en éclat les ambitions de pas mal de pays. Elle menace surtout des pays comme le continent africain en matière d'agroalimentaire, c'est-à-dire les produits alimentaires se font de plus en plus rares, et en raison de l'impossibilité de les acheminer à ces pays-là. Nous sommes à la vente, c'est-à-dire nous sommes dans une région de l'Afrique du Nord où déjà il y a un problème de climat qui fait en sorte à ce que notre agriculture est menacée par les changements climatiques et la sécheresse. Donc ce qui fait qu'il faut trouver des substituts à cette menace-là, et en même temps, comme je l'ai dit, réduire la facture d'importation. Donc je pense que ces 2 volets-là constituent des segments importants dans les négociations ou bien dans les pourparlers entre Alger et Moscou au sein de ce forum. C'est un forum d'exploration des opportunités. Probablement qu'il va y avoir des mémorandums d'entente entre l'Algérie et la Russie dans certains domaines, donc l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie en général. Il y a aussi, même dans le domaine culturel, on s'attend à ce qu'il y ait signature
signature de mémorandums, mais qui vont donner lieu probablement à de nouveaux départs dans la coopération entre les deux pays et qui se traduira au sein de l'accord de partenariat stratégique. On va en parler justement. Alors justement, Monsieur Kamel Louadj, vous avez assisté à ce forum. Est-ce que pour vous, justement, comme le disait, vous allez assister au forum de Saint-Pétersbourg, pas à ce forum-là, on en parlera dans un moment. Est-ce que pour vous, c'est aussi un forum d'exploration pour les deux pays, l'Algérie et la Russie, pour chercher à trouver de nouveaux partenariats économiques et à augmenter ce volume d'échanges justement entre les deux pays? Absolument. Ce forum qui s'est tenu à Moscou, je précise, pas à Saint-Pétersbourg, est destiné justement à faire rencontrer des opérateurs économiques algériens et russes afin qu'ils puissent discuter et mettre en place des partenariats dans des domaines divers, comme l'a souligné votre invité, notamment dans la production du médicament, mais aussi peut-être dans les transports. J'ai eu aussi le PDG de Air Algérie qui parlait d'une possibilité d'une grande coopération avec la Russie. Donc, c'est très important, cette rencontre est très importante, notamment parce qu'elle intervient dans un contexte qui est complètement bouleversé depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine. On est dans une reconfiguration complète qui n'est pas encore achevée, mais qui est inéluctable et qui s'accélère de plus en plus de toute la géopolitique mondiale, mais aussi de la géoéconomie mondiale. Donc, l'Algérie, elle a fait le choix, et ça a été exprimé officiellement, de vouloir adhérer aux BRICS. Et pour y adhérer, justement, il faut réunir les conditions nécessaires, aussi bien dans le fonctionnement de l'économie réelle, c'est-à-dire les plans de développement. Allô ? Oui, l'Algérie doit aussi développer ses infrastructures et son économie. Absolument. Donc, développer les infrastructures, développer l'industrie. Mais ici, j'aimerais bien préciser une chose. C'est qu'on a souvent tendance à dire qu'il n'y a pas d'investissement de l'extérieur qui viennent, des investissements étrangers qui viennent en Algérie. Mais aussi, faut-il que le gouvernement algérien lui-même désigne des secteurs stratégiques et d'une manière claire, en identifiant d'une manière claire aussi les besoins, aussi bien dans l'industrie elle-même, mais aussi dans la formation. Dans la formation, il faut avoir des gens qui sont capables de comprendre les technologies qu'on cherche à transférer de Russie, mais pas uniquement de Russie, mais aussi de la Chine, et de pouvoir les lancer, mais dans un plan d'ensemble. C'est-à-dire que, en plus de ceux qui seront formés à l'étranger, il faut aussi intégrer l'université algérienne et les écoles d'ingénieurs dans un plan qui doit être mais je pense qu'aujourd'hui, les secteurs que l'Algérie veut développer sont très clairs, sont définis. On connaît aujourd'hui les besoins et les secteurs à développer. Aujourd'hui, on parle de l'agriculture, de l'autosuffisance alimentaire, des médicaments, du secteur des pharmacies. Mais c'est que moi, je voulais dire, bien sûr, il y a certains de ces domaines, mais il faut regarder le potentiel qui peut être développé dans les relations russo-algériennes. Et c'est ce qui a été discuté. Le potentiel justement qui peut être développé dépasse de très loin les secteurs qui sont identifiés, bien sûr, qui sont nécessaires, qui sont importants, mais il y a encore matière à faire. Parce que la Russie, il y a beaucoup de domaines qu'elle maîtrise. Je prends l'exemple, le spatial, par exemple, la technologie spatiale. Je prends aussi les transports en commun, les métros. On peut ajouter l'énergie aussi, au-delà
des hydrocarbures, le pétrole et le gaz, on peut aussi penser à l'énergie nucléaire, dont l'Algérie déjà a émis à maintes reprises le vœu de développer ces technologies. Nous sommes un pays qui a besoin de démarrer une industrie intégrée et intense. Et pour ce faire, il faut choisir des domaines qui peuvent servir de locomotive. Alors de locomotive pour la politique de développement. Merci. Il faut des domaines qui puissent exercer un effet de levier d'entraînement pour tout le reste de l'économie. Merci. Enfin, en fait, il s'agit de tirer profit du meilleur de notre partenaire aujourd'hui, d'identifier les secteurs stratégiques que nous pouvons développer chez nous et le transfert de ce savoir-faire. Vous savez, avant le début de chaque visite, il y a un travail qui se fait au préalable. Donc, on prépare les dossiers à l'avance. Sur quoi allons-nous discuter? Donc, chaque délégation, de part et d'autre, a déjà ficelé les dossiers dans lesquels ils ont été annoncés. Donc, c'est un travail qui a été préparé pour qu'il soit justement concrétisé lors de la visite du président Tebboune en Russie. Donc, il y a c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait ce qu'on veut voilà ce qu'on attend de cette visite. Oui, et bien sûr, sinon, à quoi ça sert de faire une visite si dans l'avance, au préalable, on n'a pas préparé les dossiers de part et d'autre. Donc, il y a l'agriculture, il y a évidemment l'industrie pharmaceutique, et on voit la présence des ministres, donc les segments qui sont intéressés, parce que ces ministres-là sont là-bas, non pas pour la figuration, mais pour signer des accords et des mémorandums. Donc, il va y avoir des accords dans le domaine culturel, dans le secteur des masses médias, l'énergie, communication. Tous ces segments ont déjà été ficelés et préparés à l'avance. Maintenant, la concrétisation, comme je vous ai dit, prendra probablement forme parce qu'il faut baliser tout ça, baliser tous ces accords autour de ce qu'on appelle un document ou un instrument juridique qui soit fort et qui a besoin de l'appui des deux chefs d'État, c'est-à-dire lorsque Poutine et Tebboune vont se rencontrer, ils vont donner un poids à cette visite. Pour le moment, la rencontre n'a pas encore eu lieu, mais lorsqu'ils se rencontreront, ils deviendront les garants de cet accord de partenariat stratégique et qui est important pour justement faire avancer chaque accord. Certes, l'Algérie et la Russie ont des traditions politiques communes, il y a convergence de vues sur de nombreuses questions, mais il reste que l'intérêt prime. Quand on parle de neutralité, il ne faut pas oublier que la neutralité ce n'est fini pas. La visite de Tebboune à Moscou ne signifie pas d'avoir brisé cette neutralité politique. Il faut faire la distinguo. Lorsqu'on voit un pays comme l'Inde, qui est l'un des acteurs ou un des partenaires le plus important de la Russie, il est le client principal de la Russie en matière d'hydrocarbures. Il a été contre l'opération spéciale russe en Ukraine. La Chine, qui a des différents frontaliers qui a mené 3 guerres à l'Inde. Ils sont au sein du BRICS. Donc vous voyez quand les intérêts priment, les intérêts priment. On voit un petit peu les États fonctionnent maintenant avec les intérêts. Il n'y a plus d'alignement aveugle ou de non-alignement aveugle. On revient sur cet intérêt national. On en avait parlé. Bien sûr. Donc, toujours l'intérêt national. Même pour la Ligue arabe. Tout à fait. Donc c'est ça qui est important. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, si on cible des segments, donc c'est pour aller de l'avant. Et en plus, on voit aujourd'hui, même Tebboune a fait indirectement un reproche, lorsqu'il a parlé d'énergie, l'absence d'investissement russe consistant en Algérie. On a Gazprom et Lukoil qui ont ouvert des bureaux en Algérie, Rosneft aussi, mais les investissements russes dans le domaine énergétique sont faibles. Bien que le pays est très fort, il a une véritable industrie dans la pétrochimie qui peut être utile à l'Algérie, puisque l'Algérie et la Russie ont des raffineries à l'extérieur. Je citerai en exemple la raffinerie de Gazprom à Augusta, comme la raffinerie de Sonatrach à Augusta. Donc, on a besoin, pour faire des bons fuels, ou bien les huiles spécialisées pour l'industrie, il faut du pétrole. On a trouvé déjà, probablement je ne suis pas sûr, mais je dis probablement, c'est une simple lecture, qu'on va compter sur le pétrole russe pour faire du raffinage à Augusta. Certes, aujourd'hui, on est en train d'utiliser du pétrole d'Azerbaïdjan et d'Arabie Saoudite, mais on a déjà acheté du pétrole russe pour faire du raffinage. Donc il y a ces segments-là qui sont
il y a l'ambition de faire quelque chose de ces segments, mais la concrétisation a besoin d'un poids fort qui aura lieu lorsque Poutine rencontrera Tebboune. Alors, la rencontre est prévue pour demain, mais avant cela, on va continuer à parler de ce volet économique. Le président de la République a clairement montré sa volonté de sortir de la dépendance des hydrocarbures et a mis en avant toutes les opportunités qu'offre l'Algérie en matière d'investissement, notamment depuis la promulgation de la nouvelle loi sur l'investissement, un climat des affaires plus assaini, plus propice aux affaires. C'est ce qu'il a dit lors de l'ouverture de ce forum. Je vous propose de l'écouter. يجدر التذكير بالإجراءات العملية التي تجسدت في إطار هذا المسار ومنها إنشاء وكالة لترقية الاستثمار لمرافقة الراغبين في إطلاق مشاريعهم الاستثمارية من المتعاملين الجزائريين والأجانب وتوفير حافظة عقارية مخصصة للاستثمار بعد عمليات مدروسة لتطهير وتأهيل العقار الصناعي وتهيئة عوامل الاستقطاب والمستثمرين ورجال الأعمال نحو مناطق صناعية ومناطق نشاطات المؤسسات الصغيرة مع إحاطة كل ذلك بقواعد التنافس والشفافية وتوفير كافة الضمانات التي تتيح بعض شركات قائمة على مبدأ رابح. وهنا أشير كذلك على ما لا يذكر في التقرير وهي محاربة البيروقراطية، لأن نعتبر أن السرعة في الاستثمار والنجاعة في الاستثمار تتطلب تحرير الاستثمار من الإدارة ومن البيروقراطية. وعلى هذا الأساس أمضينا نصوص التي تجعل هيئة الاستثمار لاجونس دانفستيسمون هي المقرر الوحيد للاستثمار، لأن من المفارقات في الجزائر هو أن اليوم رأس المال الوطني 85% منه بين أيادي الخواص، ولكن مع الأسف المال المتداول في الميدان الاقتصادي والتجاري والتبادلي هو لحد الآن ما يقارب 92% مال عام. وهذا الخليط بين المال العام والاقتصاد خاص هو اللي يجعل الرقابة والقضاء وانحرافات إلى آخره. نتمنى إن شاء الله عن قريب باش القطاع الخاص الوطني والأجنبي والروسي صديق يعني يبادروا بفتح بنوك خاصة لهم حتى يصبح الاقتصاد خاص حقيقة، مال خاص ومصانع خاصة إلى آخره. ما بين الخواص ما فيش انحرافات، فيه معاملات مقبولة كلها. Voilà, donc on revient sur ce plateau, on le comprend clairement. Aujourd'hui, l'Algérie donc a mis en place cet ancrage juridique qui permet une stabilité aujourd'hui qui se traduit à travers la loi sur l'investissement. Le président de la République est parti un peu vendre aussi l'image de l'Algérie qui a un climat plus prospère, un climat des affaires plus prospère et qui est plus favorable à l'investissement. C'est important de rassurer aujourd'hui les hommes d'affaires. Tout à fait. Donc, c'est un discours. Écoutez, donc, quand on tient ce discours-là depuis des années. C'est un peu de la diplomatie économique, hein, ce qu'on disait. Oui, le discours aussi, n'est pas adressé aux Algériens, il est adressé aux étrangers. Parce que c'est le grand problème des importateurs, enfin des investisseurs étrangers qui a été posé plusieurs fois en Algérie ou bien dans des revues spécialisées. C'est la question du transfert des fonds, donc le transfert des bénéfices. Ça pose un gros problème. Oui. Donc, on vient travailler en Algérie et que faire des bénéfices. Aujourd'hui, il y a certainement, certes, il y a une batterie de mesures s'agissant des
des abattements fiscaux, des encouragements fiscaux en matière d'investissement, les aides et les entraides qui sont fournies par l'État. Donc aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va continuer sur une politique qui va toujours être financée par l'Algérie, c'est-à-dire les investissements étrangers viennent et c'est l'État algérien qui finance, ou bien allons-nous vers toujours un partenariat où le financement ou l'argent étranger, c'est lui qui est utilisé en Algérie, c'est-à-dire qu'on vient avec des fonds étrangers propres. Mais là, le problème qui s'est posé toujours, c'est la garantie de l'investissement, la garantie de l'environnement et de la garantie des lois. Donc, ce que craint, et qui, comme l'a été souligné par le chef de l'État, c'est le fait qu'il y a une bureaucratie qui bloque. Absolument. Donc, est-ce qu'il faut... Mais pour toujours, quand on sait pertinemment que pour évacuer les problèmes bureaucratiques, il faut asseoir une des mesures ou bien un environnement qui, justement, favorable à l'investissement. Qui évacue, justement, cette bureaucratie à travers la digitalisation. Donc, c'est très important. Il faut qu'il y ait une digitalisation. Il faut que l'accès à l'investissement soit rapide, l'accès au crédit ou l'accès à l'investissement foncier soit rapide. Donc, ce sont ces éléments-là qu'il faut mettre. C'est ça ce qu'on appelle un climat d'affaires favorable. Les pays qui réussissent rapidement parce qu'ils mettent les conditions d'investissement ils les rendent les plus souples et les plus faciles. On peut créer une entreprise la Russie, en quelques secondes, ce qui s'est produit en Russie, il y a eu première étape, parce que aussi les Russes ont corrigé leur erreur. Ils ont donné lieu, l'État a aidé, ça a donné lieu à des oligarques et maintenant, ça a été rectifié à partir de 2008. Notamment, la Russie, maintenant, c'est que l'investisseur vient en lui-même investir dans les créneaux divers en Russie pour pouvoir... Et justement, c'est qu'aujourd'hui, on peut... Parce qu'il y a eu déjà, il ne faut pas oublier que beaucoup d'opérateurs russes viennent en Algérie, assistent et présentent leur expérience. Donc, à partir de là, comment les Russes ont réussi à faire en sorte à ce que les investissements et les projets qui ont été laissés en Russie, souvent par des peu de moyens, et généralement dans l'économie de service, qui ont réussi, qui peuvent servir de benchmarking par rapport aux Algériens. Donc, il faut toujours trouver dans le climat du benchmarking, ou dans l'option du benchmarking, qu'est-ce qui a réussi en Russie pour qu'il puisse réussir en Algérie. Oui. Alors, Monsieur Louadj, justement, aujourd'hui, à travers ce qu'on a entendu par le chef de l'État, on parlait de cette diplomatie économique, de cette volonté de montrer que le climat est plus favorable en Algérie. On veut partir dorénavant sur des partenariats gagnant-gagnant. Absolument, ça c'est la tendance actuelle, surtout avec les changements qui se passent au niveau global. L'ère de la domination globaliste, on peut dire qu'elle est complètement enterrée. Bon, la mort ne va pas survenir rapidement, mais le processus, disons, est engagé. Donc, pas uniquement l'Algérie, mais tous les pays du Sud, aujourd'hui, exigent à ce que les partenariats soient gagnant-gagnant et dans des domaines aussi qui doivent être bénéfiques pour les deux parties. Il faut bien choisir les domaines nécessaires pour le développement de l'économie. Et ce que le président a dit est très important, parce que avec ce qui s'est passé dans les années passées, la crédibilité de l'Algérie a été altérée pas mal, avec tous les détournements, toutes les histoires qui ont défrayé la chronique pendant des mois. Et ce qu'il a dit est très important pour rassurer les partenaires étrangers, pas uniquement russes, mais aussi il n'a pas, disons, essayé de masquer la réalité, mais il a parlé de problèmes bureaucratiques qui bloquent l'investissement. Et j'aimerais rappeler une chose, c'est qu'en 2019, et d'ailleurs, dans un mois et demi, il y aura le deuxième sommet Russie-Afrique qui va se tenir justement ici à Saint-Pétersbourg. En 2019, le président Poutine avait dit, lors de l'ouverture officielle du premier sommet Russie-Afrique, que la Russie était disposée à transférer
toutes les technologies qu'elle maîtrise, toutes les technologies dont elle a la propriété intellectuelle, à tous les pays africains qui les désirent. Donc, il s'agit ici juste, et c'est sérieux que la Russie, elle a fait ça dans pas mal de pays. Prenons l'Iran, par exemple. L'Iran, la Russie, elle l'a aidé dans pas mal de domaines et d'une manière très active et très engagée. Donc, prenons l'exemple de la coopération technico-militaire. Actuellement, nous sommes des importateurs nets de l'armement russe, mais moi, je pense qu'il est tout à fait possible et il est tout à fait souhaitable que la coopération technico-militaire passe à une phase de production. De transfert de savoir-faire. Il y a un transfert de technologie. De transfert de ce savoir-faire. Alors, justement... Voilà, un transfert de technologie. Et avec une politique chez nous qui permette un passage facile des technologies militaires vers les technologies civiles. Il faut que ça soit... quand nous réussissons à développer des domaines de haute technologie, mais c'est dans cela que nous parlons d'un partenariat gagnant-gagnant. Qui sont appliqués au domaine militaire, mais qui peuvent être aussi appliqués dans le domaine civil et dans des domaines gagnant-gagnant. Voilà. Et la Russie est prête, par exemple, pour la numérisation, à aider. Et j'ai assisté à un forum dernièrement ici à Moscou, où les entreprises russes ont présenté des choses absolument extraordinaires. Alors, la Russie est prête aussi à collaborer. Dans la technologie spatiale. On n'a plus beaucoup de temps, on va essayer de passer à d'autres thématiques. L'Algérie a été le premier pays africain à signer une déclaration de partenariat stratégique avec la Russie en 2001. Les deux délégations, donc algérienne et russe, devront renouveler l'accord de partenariat stratégique approfondi, ce qui est censé poser de nouveaux jalons dans les relations algéro-russes demain, après la rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Il sera signé en la présence des deux chefs d'État, c'est important. Donc la teneur exacte, c'est-à-dire de quoi il en retournera, surtout sur deux aspects. L'aspect économique, bien évidemment, il y a aussi l'aspect politique. Donc il y a une nouveauté, c'est que pour la première fois, on va inclure des dossiers réels qui impliquent, qui intéressent l'Algérie et la Russie. Quand on dit intéresse, dans lesquels elles sont impliquées. Donc la question du terrorisme dans le Sahel, il y a les conflits dans la région, donc en Afrique et tout. Donc, et bien évidemment... La Russie est plus présente aujourd'hui en Afrique et que l'Algérie représente aussi cette porte. Tout à fait, oui, bien évidemment, sur le plan sécuritaire et sur le plan politique et économique. Donc là, il faudrait la signature de cette partenariat va se jouer sur ces aspects-là. D'ailleurs, ils ont été annoncé et bien établi auparavant. Donc, il y a cette nouveauté. Certes, il y a la coopération juridique qui va être mise en avant, qui va être évoquée. Il y aura la coopération dans le domaine scientifique et technologique. Donc, c'est toute une série de segments qui vont être énumérés à l'intérieur de cet accord de partenariat stratégique et qui va non seulement être, parce que c'est cela l'instrument qui va tout faire marcher. Donc, c'est différent d'un accord entre un État ou un ministère et un autre ministère ou une compagnie avec une autre compagnie. Si tous ces segments-là sont ciblés, ils doivent être concrétisés. Quand on dit approfondi, c'est l'exécution dont il est question et surtout dans les domaines qui seront ciblés. Ça ne sera pas, par exemple, des centaines de segments, mais au moins ceux qui intéressent dans l'immédiat ou surtout dans les 5 prochaines années, parce que cet accord va rester probablement une dizaine d'années, donc il faut le renouveler encore une fois. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant les 10 prochaines années? Quels sont les segments sur lesquels les deux pays peuvent compter, à la fois sur le plan économique et en même temps sur le plan politique? Donc, si on s'engage dans une question comme dossier comme celui du Mali ou de la Libye, il faudrait qu'il y ait une similitude dans l'approche entre les deux pays. Donc, au-delà des intérêts nationaux, bien évidemment, au moins sur le plan du droit international. Donc, il y a cet accord-là. Et comme
on le sait, donc on a signé un accord en 2001, mais il n'a pas été suivi parce que quand on a fait le bilan 8 ans après, en 2008, on a trouvé que les échanges commerciaux, les investissements ou le partenariat entre les deux pays étaient vraiment en deçà de ce qui a été déclaré et décidé dans l'accord de partenariat stratégique, le premier. Et celui-là aussi, donc les deux États seront contraints de concrétiser les accords et en même temps ne pas laisser. Bien évidemment, tout ça sera sujet au développement sur le plan national et sur le plan international. Est-ce qu'on pourra maintenir ces ambitions-là? Tout dépendra de l'évolution des situations en Algérie et dans le monde, parce qu'il peut y avoir des crises qui vont secouer les économies des pays, comme on l'a vu durant les 15 dernières années. Donc c'est sur cette base-là qu'il va y avoir justement cet accord de partenariat stratégique entre les deux États. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des choses, qu'il y a des projets qui peuvent être exécutés sans tenir compte de la réalité géostratégique. Donc il y a des partenariats rapides dans le domaine, comme la Chine, l'intelligence, c'est-à-dire, ou bien la politique ou la pratique chinoise, dans le concept du gagnant-gagnant, ce n'est pas 50-50, mais le fait que un projet qui est réalisé profite au pays d'accueil et que l'État en même temps, la Chine en même temps, elle tire profit non seulement elle impose son savoir-faire, elle impose sa marque et elle instruit, elle concrétise, elle construit un partenariat solide. Lorsque vous vendez à un pays quelque chose dont il a besoin, et avec au moindre frais, vous êtes dans le gagnant-gagnant et vous êtes partenaire fiable. Oui, c'est notre lecture du partenariat gagnant-gagnant. Si ça profite à l'intérêt national, c'est déjà... Les Russes, si les Russes tentent à travers le sommet Afrique d'élargir leur présence sur le domaine économique, c'est justement pour pouvoir justement arriver à faire en sorte à ce qu'ils deviennent des partenaires incontournables, du moins pour certains pays ou d'une partie, une région entière de l'Afrique. Alors, Monsieur Louadj, donc on l'aura compris, donc au-delà de développer la coopération commerciale, économique, il y a aussi donc l'importance de renforcer la coopération politique sur certains segments, comme vient de l'expliquer Kamel Mansari. Donc aujourd'hui, il s'agit aussi de mettre de nouveaux jalons, donc sur le plan politique entre les deux États. Très rapidement, bien c'est sûr, possible bien pour sûr, passer à même le volet politique, je suis tout à fait d'accord avec M. Mansari sur ce qu'il a dit, sur le volet politique, notamment dans le contexte actuel. Oui, il faut toujours prendre le contexte en compte. Il avait expliqué à juste titre, il n'y a pas de neutralité, comment dirais-je, de neutralité parfaite à 100%, où l'on ne décide pas par rapport à certaines situations qui peuvent être même l'inaction peut être même fatale. Donc la coopération politique est très très importante, notamment avec la ligne de démarcation actuellement entre le monde de l'Est et de l'Ouest. L'opération spéciale russe en Ukraine, c'est là un mérite, c'est qu'elle a démystifié beaucoup de choses qui étaient vues comme des miracles dans l'économie mondialisée, globalisée, financiarisée. Finalement, le monde qui se disait développé, maîtrisant tout, finalement, il n'arrive même pas à assurer sa nourriture. Ils sont en train de prendre le blé de Russie et de l'Ukraine. Nous voyons que, en fait, ce sont les pays qui développent des industries, qui développent des technologies, qui tiennent vraiment l'économie mondiale et qui sont en progression exponentielle. Et aussi, elle a dévoilé une chose très très importante, et pour tous les pays du monde, je crois que, d'après ce que j'ai vu moi dans le forum de Saint-Pétersbourg, il y a 32 pays qui sont présents, tout le monde disent une seule chose, tous les pays disent une seule chose, il n'y a pas de souveraineté partielle. Il faut être souverain dans tous les domaines. L'agriculture, le médicament, l'industrie, l'énergie. Il faut être souverain dans tous les domaines. C'est d'ailleurs sous ce thème que se portera le forum de Saint-Pétersbourg, la Russie Monsieur n'aurait Louadj. jamais pu
Hein? C'est d'ailleurs sous cette thématique que doit porter le forum de Saint-Pétersbourg. Donc le développement souverain, une base pour un monde juste, unissons nos forces au nom des générations futures. Il y aura 1700 participants, dont des patrons d'entreprises internationales issus de 33 pays et auxquels le président de la République va prendre part. Donc, il faut faire en sorte que dans un cadre d'une planification indicative, il ne s'agit pas de reproduire le schéma d'administrer l'économie. Non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Mais il faut avoir une vision, au moins sur 25 ans, en imaginant qu'est-ce que nous voulons faire de l'Algérie, quelle place nous voulons lui donner dans la science, dans la technologie, dans l'industrie, dans l'agriculture. Et à partir de là, il faut joindre et l'effort de l'État et l'effort des privés. Oui. Le président l'a souligné, et il a tout à fait raison. Il faut que l'argent de l'État se sépare un peu et qu'il y ait un peu une barrière qui ne permette pas une sorte, excusez-moi, passez-moi l'expression, d'inceste entre l'argent privé et public, mais aussi l'État, comme il est garant de l'intérêt public et de l'intérêt général, il doit aussi donner la direction du développement à l'économie. Alors, la présence du président de la République au forum de Saint-Pétersbourg intervient suite à l'élection de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui confère un poids non négligeable au rôle de l'Algérie. Oui, tout à fait, parce que vous savez, donc, quand vous partez avec cet avantage, vous êtes déjà écouté. Bien évidemment, ça c'est sur le plan politique. Donc il ne faut pas oublier que les pays qui sont présents ou les opérateurs, il faut avoir un poids économique, ou bien il faut avoir qu'est-ce que vous pouvez proposer. Quels sont les avantages que vous pouvez ou les chances que vous pouvez accorder aux opérateurs, parce que c'est ça qu'on observe. Il y aura des ateliers. Au sein des ateliers, on discutera justement des opportunités pour chaque pays, parce que chacun vient avec un dossier, il présente, il fait la promotion de son économie ou des avantages qu'il accorde aux investisseurs étrangers, et bien évidemment pour aboutir à une interaction. Donc dans l'économie mondiale aujourd'hui, c'est si vous voulez qu'on investisse dans votre pays, il faudrait voir ce que vous pouvez proposer par rapport à d'autres pays dans lesquels déjà les investisseurs sont présents. Nous prenons par exemple, quelle est la différence par exemple entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite, les avantages fournis par probablement l'Égypte ou bien d'autres pays africains aux investisseurs, que ce soit occidentaux ou russes. Aujourd'hui, puisque le monde est en train de changer, pour l'Algérie, elle a l'ambition d'accéder aux BRICS. Donc si on prépare le terrain pour l'accession aux BRICS, il faudrait qu'on prépare le terrain à ceux avec lesquels on va devenir des partenaires. Donc si on prépare le terrain avec les Russes, donc c'est pour demain, l'Algérie pourrait interagir et pourrait une interconnexion entre les opérateurs russes et algériens, et éventuellement trouver, puisqu'on parle d'une banque et d'une monnaie unique pour les BRICS, c'est d'arriver à ce que demain les Algériens peuvent acheter en rouble, vendre en rouble, éventuellement, pourquoi pas, donc je ne sais pas dans quelle année, avec le dinar. Donc il y a c'est pour qu'on arrive à protéger. Protéger l'économie signifie qu'il y ait aussi des monnaies qui circulent et une aisance pour les marchandises. Et si on arrive à ça, c'est-à-dire on prépare une intégration avec les pays du BRICS et en même temps une accession au BRICS. Pour le moment, on ne connaît pas les conditions d'accès d'adhésion au BRICS. Et on sait que la Russie, en tout cas, a appuyé la demande de l'Algérie. Même la Chine, les deux pays ont appuyé. Et puisque le monde est en train de changer, qu'il y a des groupes qui se constituent et qu'il y a moyen de tirer profit de ce rassemblement qui tire pratiquement 4 milliards de... 41% de la population mondiale. Donc il y a tout l'argent et elle est plus importante que le G7. Donc le BRICS, avec l'extension qu'il va y avoir, l'accès de l'Arabie Saoudite, l'Argentine, probablement demain d'autres pays plus émergents comme l'Iran. Donc on arrivera, si on prépare aujourd'hui le terrain avec les Russes, en matière d'investissement, c'est qu'on favorise l'accès et la facilité aux BRICS à l'avenir. Donc ça ne fera pas dans l'immédiat. Le président de la République a parti de la possibilité d'accéder aux BRICS d'ici 2030. Mais déjà, si on arrive à créer un environnement propice avec les investisseurs russes, comme on l'a fait avec les Chinois, à ce moment-là, l'accès devrait devenir plus facile. Oui. Monsieur Louadj, un dernier mot pour conclure cette émission. Donc,
pour cette visite du président de la République en Russie en très peu de temps, s'il vous plaît. Oui, moi j'espère que cette fois-ci, le partenariat stratégique approfondi et tous les contrats ou les accords qui seront signés autour de ce partenariat seront effectivement mis en application. Je crois que nous avons une chance inouïe, pas uniquement nous, mais tous les pays du Sud, avec le changement qui se passe actuellement dans le monde. Et il est très très important de prendre part à ce changement et de ne pas être du mauvais côté de l'histoire. Il faut travailler vite et efficace. Merci Monsieur Louaj d'avoir été avec nous en direct depuis Saint-Pétersbourg. Merci Kamel Mensari pour toutes vos explications et vos commentaires sur cette visite donc, du président de la République en Russie. Nous allons passer à notre deuxième thématique, je vous le disais, du nouveau dans le dossier du Sahara occidental. La Commission européenne a exclu une éventuelle extension de l'accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne, étendu illégalement au Sahara occidental occupé, qui expire en juillet 2023 avant une décision de la Cour de justice de l'UE dont le verdict est attendu d'ici la fin de l'année. On regarde d'abord ce sujet de Raouf Hamouche, et revient juste après pour le débat. Entre l'entité sioniste et le régime du Marzen se confirme de plus en plus. En témoigne l'implication directe des entreprises sionistes dans le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental occupé. Une conspiration qui a pris des proportions alarmantes depuis la normalisation entre l'entité sioniste et le régime du Marzen, notamment à travers la conclusion de nombreux accords entre des compagnies sionistes et marocaines dans le domaine des hydrocarbures en violation du droit international. Selon une enquête menée et publiée par le site d'information américain Mint Press News, plusieurs entreprises sionistes travaillent déjà avec le Maroc dans le territoire sahraoui occupé, à l'image de NewMed Energy, Ratio Petroleum, qui poursuivent l'exploration pétrolière et gazière au Sahara occidental, ou encore cette entreprise anonyme qui a lancé un projet d'aquaculture au Sahara occidental, mettant en péril les ressources des territoires occupés qui seront épuisées et disparaîtront sous l'occupation avant le conflit ne soit résolu. L'enquête révèle ainsi une intensification sans précédent des activités commerciales des entreprises sionistes sur le sol sahraoui. Depuis que l'entité sioniste et le régime du Marzen ont officiellement normalisé leurs relations le 22 décembre 2020, le site d'information américain tient à préciser dans ce contexte que Delek Group est soutenu par un certain nombre d'investisseurs européens et américains. Voilà, on revient donc sur le plateau pour parler de cette deuxième thématique donc du Sahara occidental. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Belal Kanti. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Vous êtes politologue sahraoui. Merci encore une fois d'être avec nous sur ce plateau. Nous avons avec nous depuis la France, depuis Lyon, Monsieur Manuel Devers. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat du Front Polisario. Merci d'avoir accepté également notre invitation, Monsieur Devers. Alors, je le disais donc, la Commission européenne a exclu une éventuelle extension de l'accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne, étendu illégalement au Sahara occidental occupé. C'est aujourd'hui Bruxelles qui fait machine arrière. C'est un pas en avant, encore une fois, pour le Sahara occidental. Oui, tout à fait. Je pense que le fait que la Commission n'ait pas décidé d'aller de l'avant dans ce pillage concerté et voulu, et c'est une complicité avec le Royaume du Maroc, force occupante, c'est qu'ils ont évidemment compris qu'il ne sert à rien d'aller de l'avant. Toutes les décisions de la Cour allaient dans le sens contraire de ce qu'ils voulaient. La prochaine décision est une décision définitive, à n'en pas douter. Donc, je pense que entre l'avantage pécuniaire de certaines entreprises européennes et l'image que voudrait donner l'Union européenne d'elle-même, cette union a, je pense, décidé de ne pas entacher son image. C'est une victoire pour le peuple sahraoui, on peut le dire effectivement. Ces accords ne seront pas valide désormais et nous espérons que la décision de la CIJE bientôt pourra clore définitivement ce chapitre. Dossier. Monsieur Devers, est-ce que vous attendiez à cette décision? Oui, je dois dire qu'on s'y attendait depuis 2016 en réalité. C'est-à-dire que depuis 2016, la Cour a jugé le 21 décembre 2016, donc
la Cour a jugé qu'il y avait 2 territoires séparés et distincts, qu'il fallait le consentement sahraoui. Et l'Union européenne, la Commission, sous l'influence de certains États membres, s'est lancée dans une espèce de montage totalement invraisemblable, consistant à prendre ce qui était la pratique de facto jusqu'à 2016, pour en faire une pratique de jure, c'est-à-dire étendre explicitement les accords. Mais dès qu'on a vu se mettre en place ce processus, on savait que c'était illégal et que ce n'était pas conforme à l'arrêt de la Cour. Alors, ça a été d'une violence inouïe pour le peuple sahraoui qui venait de gagner en justice, et dès qu'il gagne, la minute d'après, la Commission européenne, les États membres et le Royaume du Maroc s'organisent pour contourner les décisions de justice. Mais en réalité, ce qu'on trouve là aujourd'hui avec les bateaux espagnols qui vont devoir partir le 17 juillet, c'est les conséquences directes de l'arrêt de 2016, 2 territoires séparés et distincts. Il faut le consentement sahraoui. On renégocie un accord, il est annulé à nouveau par la justice européenne en septembre 2021. Et donc maintenant que ce protocole arrive à échéance, la Commission est au pied du mur. Et elle voit bien qu'elle ne peut pas faire un énième contournement des décisions de justice, elle est obligée de les appliquer. Et donc, pour être très clair, en 2016, on avait déjà une victoire pour le peuple sahraoui, mais là, on voit les effets concrets. On rentre maintenant dans le dur. Voilà. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de scandales aussi, de bouleversements au sein de l'Union européenne. Peut-être qu'elle ne voudrait pas aussi, on va dire, salir davantage cette image. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle séquence politique aujourd'hui qui montre une détérioration de la relation entre le Maroc ou le Makhzen et l'Union européenne ? À n'en pas douter, le Makhzen marocain, par ses actes en direction de l'Union européenne, que ce sont des actes quasiment d'agression, et la justice belge dira le fin mot de cette histoire, où le Maroc, par des méthodes complètement aberrantes, s'est attaqué de front à cette architecture européenne, et obnubilé par la question du Sahara occidental. Son obsession, c'est le Sahara occidental, parce qu'il sait que les Sahraouis, au sein de ces institutions, progressent, avancent par leurs arguments, essaient de dissuader l'Union européenne, ses pays, sa société civile, ses élites, ses représentations, de ne pas être complices finalement d'une entreprise qui est une entreprise criminelle, in fine. La présence du Maroc au Sahara occidental est une présence coloniale. Oui. Ça a été dit. Illégale, oui. Absolument. Coloniale, absolument. Hein, absolument. Oui. C'est la résolution 34-37 de 1978 de l'Assemblée générale qui le dit clairement. Il qualifie la présence marocaine d'occupation et le déplore et demande à ce qu'il soit mis fin. C'est aussi la résolution 380 de 1975 du Conseil de sécurité qui déplore la marche verte et demande à Hassan II de cesser sa marche sur le territoire. C'est-à-dire un ensemble de décisions juridiques qui montrent clairement les contours de ce qui se passe au Sahara occidental, qui est une véritable agression, une annexion, une invasion, et que l'Union européenne ne peut pas faire semblant comme si cette situation n'existe pas et qu'ils continuent de se comporter comme de vulgaires voyous à se partager les richesses du Sahara occidental avec un régime colonialiste. Et donc voilà, les droits du peuple sahraoui finiront par être rétablis comme il se doit. D'autant que sur le plan juridique, il y a eu beaucoup d'avancées en faveur du Sahara occidental. Maître Devers, Bruxelles, alors on l'a dit, on ne veut plus entendre aujourd'hui de négociations avant que la Cour européenne ne rende son verdict. Ça se passe un peu dans l'ombre de Maroc Gate. Aujourd'hui, elle veut s'inscrire à nouveau dans le droit international, ne pas se montrer complice donc, de cette occupation, de ce colonialisme, comme l'a décrit M. Belal-Khanti. En réalité, les institutions politiques n'ont pas vraiment le choix. C'est-à-dire qu'elles doivent respecter les arrêts de la Cour. Et quand on reprend bien ce que disait la Commission européenne, ce que disait le Conseil, ils n'ont jamais dit ouvertement on se moque des arrêts de la Cour. Ils disaient toujours on va exécuter les arrêts de la Cour et puis après jouer sur tel terme, de tel paragraphe pour en réalité se trouver une marge de manœuvre et vider l'arrêt de sa substance. Mais il n'y a jamais eu d'attaque frontale de la Commission européenne contre les arrêts de la Cour.
Alors, on progresse maintenant. Comme je le disais, il y a le statut séparé distinct qui est reconnu en 2016 avec la question du consentement. En 2018, la Cour le réaffirme. En 2019 aussi, sur l'accord d'aviation Union européenne-Maroc, on l'oublie parfois. Donc il y a déjà toute cette jurisprudence qui existait là. 2021, on a ces superbes arrêts du tribunal de l'Union européenne qui disent les accords d'extension, vu qu'il n'y a pas de consentement, ils sont illégaux. Et maintenant, on est dans l'attente du pourvoi. Et ce qui se passe, à mon avis, qu'il ne faut pas sous-estimer, il y a plusieurs facteurs. D'abord, quand il y a l'arrêt du tribunal de 2021, le tribunal permet de maintenir ce qui est existant, c'est-à-dire il permet le maintien des accords le temps du pourvoi. Il ne permet pas de négocier de nouveaux accords. Donc déjà, il n'y a pas de base pour la Commission pour de nouveaux accords. La deuxième difficulté, c'est que la Commission doit respecter les arrêts de la Cour, et le tribunal a dit des choses sur la manière dont on doit recueillir le consentement. C'est-à-dire qu'elle a disqualifié les consultations, et donc dans le cadre des négociations d'un nouveau protocole, la Commission européenne ne pourrait pas refaire des consultations, ça serait aberrant. Le troisième point qui est très important et qui, à mon avis, fait que c'est là que ça bute, c'est que le pourvoi est en cours. Et donc la Commission européenne ne peut pas donner l'impression à la Cour de justice, qui est actuellement saisie, qu'elle préjuge du résultat et qu'elle recommence déjà à négocier un accord. Donc en réalité, on rentre maintenant vraiment, ce que j'allais dire, dans l'application concrète des arrêts de la Cour. Et je veux souligner un point qui est important, c'est que les bateaux européens quittent le 17 juillet, mais ils ne savent pas s'ils vont revenir et ils ne savent pas quand ils vont revenir. C'est potentiellement, sans l'accord du peuple sahraoui, la fin des activités de pêche européennes dans les eaux du Sahara occidental. Donc c'est une grande victoire pour le peuple sahraoui. Est-ce que l'Europe sera prête à sacrifier aujourd'hui les intérêts de 128 navires qui pêchent illégalement Elle n'a pas le choix. Soit elle sacrifie les intérêts de quelques rapaces, soit elle sacrifie son architecture juridique pour laquelle elle a mis tant de sacrifices pour la construire. Donc, si j'étais l'Europe, je choisirais sans aucun doute de préserver l'architecture juridique. Absolument. Évidemment. Aujourd'hui, on sait que l'Espagne aussi est en mauvaise posture parce qu'une grande majorité de ces bateaux sont aussi espagnols. L'accord de pêche avec le Maroc est le plus important de se signer par Bruxelles. 138 permis de pêche ont été délivrés par le Marzen et dans celle du Sahara occidental, donc 93 aux mains d'armateurs espagnols, principalement des îles Canaries, de Galice et d'Andalousie. Donc il y aura des pertes sèches pour de nombreux pays européens, notamment l'Espagne. Notamment l'Espagne, tout à fait. Il va falloir que le gouvernement espagnol s'adapte à cette situation, au demeurant illégale. Et les entreprises européennes n'auront pas le choix, quand on aura réussi cette bataille juridique, et ils n'auront pas le choix que de se contenter de rester dans la légalité. Évidemment, j'imagine qu'il va y avoir une possibilité de contournement, comme ce qui a été fait au niveau politique, quand on a voulu contourner l'arrêt de la Cour, parler d'extension, parler de principes de facto, etc. J'imagine que certaines entreprises qui n'ont, entre guillemets, ni loi ni foi, voudront également contourner ces On va en parler. Il y aura d'autres entreprises qui sont en train déjà de regarder un peu ce qui se passe de ce côté-là et de profiter des richesses du Sahara occidental. Juste pour dire que le trésor du Marzen a engendré 208,7 millions d'euros de revenus au cours de ces 4 dernières années avec cette pêche illégale de ces armateurs espagnols. Alors pour revenir donc à ce qu'on disait aujourd'hui, Madame Claude Mangin était très optimiste sur la question. Elle dit que l'année 2023 serait décisive pour la cause sahraoui puisque la Cour européenne doit statuer définitivement sur les accords de libre-échange signés entre le Maroc et l'Union européenne. On va pouvoir attaquer le Maroc sur le pillage systématique des ressources naturelles et aussi qu'il ne pourra plus financer sa politique sur le Sahara occidental de colonisation systématique. Ça va aussi peser sur le financement. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et le Sahara occidental est devenu, au fil des ans, le cessez-le-feu aidant, une vache à lait pour le régime marocain. 1 milliard de dollars des phosphates, plus pratiquement 2 milliards de dollars des pêches, l'agriculture également. Tout cela alimente la guerre
au Sahara occidental. Tout cela fragilise tout processus de paix. Et il est temps qu'effectivement... ça permet au Marzane de financer sa politique de colonisation systématique au Sahara occidental. Tout à fait, tout à fait. Et on a vu une entreprise comme l'OCP participer à pas mal d'actes d'agression contre le peuple sahraoui grâce justement à l'argent généré par les phosphates, particulièrement les phosphates sahraouis qui eux vont directement dans la poche du roi marocain, c'est l'OCP, et d'ailleurs le Fos Bokra qu'on déclare déficitaire, soi-disant, alors qu'elle exploite d'immenses gisements à ciel ouvert avec une facilité extraordinaire. Et finalement, le régime marocain le déclare comme entreprise déficitaire. En réalité, l'argent va vers les poches du Marzane et lui sert pour alimenter sa machine de guerre contre le peuple sahraoui. Il est temps que cela cesse. L'ONU a sa responsabilité en la matière. Absolument. Juridiquement, une force occupante n'a pas le droit de piller les ressources comme il le fait le Maroc actuellement. Le peuple sahraoui doit être au cœur de l'exploitation de ses ressources. Or, le peuple sahraoui n'a jamais été consulté ni de près ni de loin. Son représentant légal et légitime, le Front Polisario, n'a jamais été mis dans ce processus d'exploitation des ressources. Donc, le Maroc n'a pas le droit et doit cesser d'exploiter ses ressources naturelles sahraouies. Maître Devers, l'occupation marocaine du Sahara occidental est aujourd'hui une voie sans issue. L'Union européenne doit se conformer aux décisions de la justice actuelle et justement respecter le statut séparé et distinct, ce qui a été rappelé justement de ce territoire non autonome. Absolument. Je pense que ce qui est vraiment important de comprendre, et parfois c'est quand on est aussi proche de la victoire qu'on a du mal à la voir, on arrive à la fin d'un cycle. En 1975, quand les Espagnols se sont retirés, ils ont conclu des accords secrets avec l'Espagne, avec le Maroc, pardon, et ces accords ont été repris par l'Union européenne quand l'Espagne est devenue membre des communautés européennes, qui avaient une compétence exclusive en matière de pêche. Donc, c'est une pratique d'inclure le Sahara occidental dans les accords avec le Maroc qui a plus de 30 ans. On a fait des contentieux stratégiques avec le Front Polisario pour faire reconnaître le statut séparé et distinct, le droit au consentement. On vient d'obtenir ces annulations l'année dernière et maintenant on attend l'arrêt de la Cour. Donc on arrive véritablement à la fin d'un cycle. C'est-à-dire qu'on est parti, on a, si vous voulez, clarifié le droit applicable. Maintenant on le fait appliquer et on s'achemine doucement vers la fin de ces accords-là. Et ça, il faut vraiment commencer à s'y préparer. Et est-ce qu'il y aura des tentatives de contournement ? Peut-être de la part de certains acteurs privés, peut-être que certains vont continuer parce qu'ils sont intoxiqués, mais sur le plan institutionnel, l'Union européenne joue maintenant vraiment sa dernière cartouche devant la Cour, et si elle perd devant la Cour, c'est fini. Alors la question qu'il faudra se poser, c'est qu'on a parfois ces discussions avec des investisseurs privés qui nous disent « mais ce qu'on fait nous, on fait des études d'impact sur le phosphate qu'on prend ou sur les éoliennes. Tout ça, c'est pas illégal puisque la Commission européenne le fait aussi. » La question qu'il faudra voir, ça va être les désinvestissements en cascade quand la Cour de justice rendra son arrêt, parce que les investisseurs privés n'auront plus le parapluie européen. Ils seront tout seuls à faire leurs affaires au Sahara occidental, et combien de temps ils seront capables de tenir. Donc il faut vraiment comprendre qu'on touche à la fin d'un cycle. Donc c'est l'effet domino qui n'est pas à exclure également. Tout à fait, tout à fait. Et on a déjà par le passé certaines entreprises, pour question d'image, question d'éthique également, se sont retirés de cette exploitation illégale dans laquelle le régime marocain les a mis. On a Yara, on a le Nutrien aussi. Il reste quelques 4 entreprises au bénéfice de 5 pays, probablement pour les phosphates. Et je pense que quand on aura cet arrêt qui viendra conforter toutes les décisions de justice d'une manière globale sur le Sahara occidental, comme le CIJ, la Cour internationale de justice, ou l'avis juridique du secrétaire général des Nations Unies et toutes les autres décisions qui ont été prises. On a au moins 100 résolutions en faveur du peuple sahraoui et qui, implicitement, d'une manière ou d'une autre, qualifient ce qui se passe au Sahara occidental d'occupation. Donc l'occupation est un crime, est une agression. Et je n'imagine pas
que des entreprises européennes, des acteurs privés, après la décision définitive de la Cour, puissent continuer à se comporter comme de vulgaires pirates. Alors on parlait de possibilités de contourner ce genre de décision. Il y a des entreprises sionistes qui ont renforcé leur implication dans le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental occupé depuis la normalisation avec le Marzen. C'est aujourd'hui une possibilité de contourner les décisions de la Cour européenne en passant par des entreprises sionistes? C'est possible. Écoutez, le Maroc, il essaye par ses investissements économiques de faire en sorte de faire croire que tout est normal au Sahara occidental. Voilà, c'est la normalisation de l'occupation du Sahara occidental à travers des investissements économique. Et à travers ce statu quo qui est volontaire de la part évidemment. Aujourd'hui, le Front Polisario ne reconnaissant plus le cessez-le-feu et ayant été engagé dans des actes de guerre, il n'y a plus de statu quo. Il y a à la fois la voie de la résistance armée et la voie des négociations politique sous l'égide des Nations Unies. Donc, je pense que le Maroc ira de toute façon, tout le temps, chercher des acteurs économiques pour normaliser cette relation, et les Sahraouis iront taper porte à porte tous les États, toutes les entreprises, tous les acteurs, pour leur dire: vous êtes impliqués dans l'exploitation de ressources tachées de sang des Sahraouis. Shame and name. Mais il y a ces entreprises sionistes sont aussi soutenues par d'autres entreprises européennes et américaines derrière. Donc on se cache aussi derrière oui, tout à fait. L'implication de l'entité sioniste est inquiétante à plus d'un titre. Et en même temps, je pense qu'on continuera à lutter de toutes nos forces contre quiconque voudrait perpétuer cette occupation illégale, que ce soit contre des entreprises provenant de l'entité sioniste ou autres. De toute façon, les Sahraouis n'ont pas le choix. C'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas une lubie que de résister contre une occupation si féroce, si abjecte qu'est l'occupation marocaine. Et là, je précise une chose, c'est que ce que vit nos frères et sœurs au Sahara occidental, c'est extrêmement honteux pour la communauté internationale qui attend encore à résoudre ce conflit par la voie politique. Il y a des milliers et des milliers de Sahraouis qui ont été sujets à des tortures, à de la disparition forcée, à des brimades, à des humiliations. Le cycle infernal de l'occupation, les Sahraouis le vivent en chair et en os tous les jours. Et il est temps que cette entreprise criminelle cesse, et c'est la responsabilité des Nations Unies et c'est la responsabilité des États qui devraient être des entités tout simplement respectueuses du droit international. Complices justement de ce qui se passe. Maître Devers, justement, il y a possibilité aujourd'hui de contourner ces décisions. Cela ne s'appliquera qu'aux pays de l'Union européenne, qu'aux 27 finalement. Alors là-dessus, je pense qu'il faut une réponse en trois temps, si vous voulez bien. D'abord, c'est que la Cour de justice, par sa jurisprudence, nous donne un critère qui est clair maintenant. Pour toute activité de toute entreprise dans le monde, la seule question, c'est est-ce qu'il y a le consentement sahraoui? S'il n'y a pas de consentement sahraoui, l'activité est illégale. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est que quand on regarde la capacité finalement d'une substitution, à mon avis, ça sera compliqué parce que le Royaume du Maroc a fait le choix politique de lier son occupation du Sahara occidental au débouché vers le marché européen. Il faut partir du réel et donc des données concrètes. Quand on parle des exportations depuis le Sahara occidental occupé, elles vont majoritairement à 80 ou à 90% vers l'Union européenne à hauteur de 500 millions d'euros par an, 80 millions pour l'agriculture, 420 millions pour les produits de la pêche. Ils prennent une route où ils remontent de Darla jusqu'à arriver au nord du Maroc et à passer. Et pour les produits agricoles, ils entrent tous à Perpignan. Donc la question, c'est quand on va vouloir se trouver des parents et trouver des marchés de substitution, comment est-ce qu'en plan logistique, on envoie des tomates aux États-Unis, on envoie des tomates dans d'autres pays du monde? Il va y avoir donc un grand problème. Donc quand on voit d'autres acteurs qui émergent, effectivement, moi je vois plutôt ça comme de la communication, mais ça ne sera pas réel. C'est extrêmement compliqué pour un pays de diversifier son économie. Je crois que ça a été un petit peu dit auparavant. Et donc cette problématique-là, évidemment, elle s'impose au Maroc. Il dépend
dans son occupation de l'Union européenne, à partir du moment où les portes de l'Union européenne lui sont fermées, ça sera très difficile. Il y a un dernier temps que je voudrais évoquer ensuite, c'est qu'on parle toujours peut-être de la possibilité d'avoir de nouveaux accords, des pratiques divergentes, mais il faut bien comprendre qu'en septembre 2021, le tribunal a reconnu le Front Polisario comme ayant la capacité de faire des procès en Europe pour tous les aspects qui touchent aux droits du peuple sahraoui. En 2016, pour celui qui avait une lecture de bonne foi des arrêts, c'était déjà dans les décisions de la Cour. Le tribunal n'invente rien. Là, il l'opérationnalise, il l'explicite. Ça veut donc dire que si on retrouve de nouveau des pratiques qui ne sont pas convenables de la Commission européenne, le Front Polisario pourra agir beaucoup plus fort parce que cette fois, sa personnalité juridique, son droit à défendre le peuple sahraoui est explicitement reconnu. Et cette fois, on ne se contentera pas simplement de faire de la légalité, ce qu'on a fait jusque-là, on va faire de la responsabilité. J'ai donné les chiffres tout à l'heure. Oui. Par an, le Maroc exporte depuis le Sahara occidental 500 millions d'euros. On en est déjà à 4 ans d'application des accords. On est à 2 milliards d'euros. Oui. Donc nous disons une chose très simple aux Européens. Arrêtez de prendre les ressources du peuple sahraoui. Ouvrez des négociations avec le Front Polisario. Si vous restez, vous allez payer et on fera des recours en responsabilité. Oui. Donc il faut, quand je dis qu'on arrive à la fin d'un cycle, on touche vraiment à la fin d'un cycle. Oui, si l'exploitation se poursuit ainsi, cela ne pourra même pas bénéficier au peuple sahraoui. D'ici là, tout aura été pillé. Absolument, c'est mettre en équation l'avenir de la génération sahraoui, c'est complètement criminel. Nous dénonçons tout cela et effectivement, comme dit M. Devers, il faut que tout cela cesse. Les entreprises européennes ne pourront pas continuer à participer à ce pillage dans une entreprise complètement folle qui est l'entreprise coloniale marocaine. Alors, Maître Devers, vous allez participer vendredi à Madrid à une conférence intitulée « Ressources naturelles du Sahara occidental, procédure devant les tribunaux européens ». Il est important de communiquer sur cela également ? Absolument. En fait, les arrêts de la Cour ont une dimension très technique. Et donc, il y a en fait un grand travail à expliquer, c'est à juger la Cour, à expliquer ce qui a été notre travail et expliquer quels ont été les gains du peuple sahraoui. Je rappelle que quand on a commencé, en fait, le grand texte, c'était l'opinion d'Hans Corell, qui avait certaines choses qui étaient intéressantes, puisqu'il disait bien que l'Espagne elle n'avait pas pu transmettre sa qualité de puissance administrante au Maroc, que donc le Maroc n'avait pas de titre à administrer le territoire. Mais en même temps, sur les droits des peuples sahraouis en tant que tels, c'était assez faible, puisqu'il admettait une exploitation en consultation et au bénéfice d'eux. Et donc, cette opinion a été un grand problème pour le peuple sahraoui, jusqu'à ce qu'on arrive devant la Cour de justice et que la Cour juge, c'est le consentement indépendamment des bénéfices. Et c'est ça qui change tout, parce que maintenant, on a un critère juridique simple pour toute opération qui a lieu au Sahara occidental, dans le domaine économique, mais également dans le domaine touristique, culturel, peu importe, tout ce que vous voulez. La seule question, c'est le consentement sahraoui. Parce que la terre est sahraoui, les ressources naturelles sont sahraouis, et elles n'appartiennent qu'au peuple de ce territoire. Alors, ces victoires sur le plan européen, cette écoute que vous avez aujourd'hui vous permet aujourd'hui de communiquer davantage, de faire connaître plus la cause sahraoui, de défendre davantage vos intérêts. Absolument. Toutes ces victoires permettent effectivement d'avoir plus de visibilité. Absolument. Et attirer l'opinion internationale sur un fait anachronique qui est le colonialisme, qui ne devrait plus exister, pour lequel il y a des lois qui ont été adoptées au sein des Nations Unies, la fameuse résolution 1514. Nous sommes encore la dernière colonie en Afrique. Là encore, l'Union africaine a une responsabilité énorme à résoudre aussi ce conflit entre deux États membres, le Royaume marocain qui a adhéré récemment à l'Union africaine et la République arabe sahraoui qui est membre fondateur. Et nous avons là un problème qui se pose à la communauté internationale. Soit le droit international, il sert à quelque chose, il sert à préserver la paix mondiale, il sert à ce qu'on ne revienne pas à ces histoires d'espace vital et de guerre à non plus finir, y compris mondial. Et donc, dans ce cas-là, le Sahara occidental est un cas très emblématique. Il faudrait, à un moment donné, très rapidement, donner de l'espoir à la communauté internationale en résolvant ce problème du Sahara occidental, en appliquant tout simplement la consultation du peuple sahraoui. Monsieur Devers parle de l'importance
de consulter le peuple sahraoui pour ses affaires économiques. Il est temps que les Nations Unies aussi consultent le peuple sahraoui sur son avenir. Qu'est-ce qu'il voudrait pour son territoire? Qu'est-ce qu'il voudrait pour son destin? Voudrait-il être sujet du roi marocain ou voudrait-il construire son État sur ce territoire sahraoui qui lui est reconnu comme étant une possession de ce peuple? L'ONU a réellement une chance devant elle pour dire eh ben non, la politique de 2 poids 2 mesures, ça ne s'appliquera pas au Sahara occidental, et c'est un espoir pour finalement la coexistence pacifique entre les États, entre les nations. Oui. Alors, Maître Devers, vous disiez ce chiffre tout à l'heure, 500 millions d'euros par an, c'est ce que gagnait le Makhzen aujourd'hui en pillant les richesses du Sahara occidental. Si cet accord n'est pas renouvelé, cela freinerait considérablement sa politique colonisatrice. Absolument, c'est un coup direct porté à l'économie de la colonisation. Et vous savez, on a toujours, c'est vrai que c'est une question, on se dit toujours, tiens, on va avoir une bonne décision de justice, et immédiatement, la partie adverse va essayer de s'organiser pour la contourner. Mais vous savez, quand on fait des affaires, le problème, c'est pas de ramener le niveau des affaires à 0%, ça n'existe pas. C'est de ramener le niveau des affaires à un moment où ça ne devient plus tenable, durable économiquement. Et donc la question, c'est est-ce que le Royaume du Maroc, une fois qu'il a perdu les débouchés européens et l'argent européen, il a toujours le pouvoir économique de maintenir son occupation du Sahara occidental? Moi, je ne pense pas, mais on verra. On le verra, on suivra cette affaire avec vous en tout cas. Vous pensez que d'ici là, la Cour de la justice européenne rendra un verdict positif en faveur du Sahara occidental? Positif, je ne me prononcerai pas, je suis parti à la procédure, évidemment, il faut laisser travailler les juges en toute indépendance et en toute impartialité. Par contre, ce que je peux dire, pour bien connaître le dossier directement impliqué, c'est que les arguments du peuple sahraoui sont extrêmement forts. Il y a d'abord tous ces arrêts de 2016 et 2018 qui sont là, et donc la Cour tiendra compte d'une manière ou d'une autre. Il y a l'arrêt de 2021 qui est très bien rédigé. Or, la Cour, elle ne rejuge pas toute l'affaire, elle parle de ce qui est fait en 2021 et elle regarde si c'est conforme à ce qu'elle a jugé en 2016 et en 2018. Et puis, il y a un autre élément pour nous qui est très important, qu'on parle peut-être trop peu, c'est cet arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de 2022, qui est le pendant africain de ce qu'a jugé la Cour de justice en Europe, en disant mais l'occupation du Maroc par le Sahara occidental est illégale, les États ont l'interdiction de la reconnaître et le Maroc est une puissance occupante. Et ça, évidemment, c'est un coup de pouce énorme pour le juge européen. Et puis après, il reste aussi des situations qui évoluent dans le voisinage de l'Europe. Et donc, je dirais, je pense sans doute de la part de la juridiction, une sensibilité plus accrue aux questions d'occupation étrangère. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de facteurs qui plaident en faveur du peuple sahraoui. Le dernier élément qui me paraît important aussi, c'est qu'a posteriori, avec le scandale Pegasus, avec aussi la question du Morocco-Gate, les juges à Luxembourg, et tout le monde se rend bien compte qu'en réalité, en 2016, en 2018, le peuple sahraoui a gagné. Il a fallu la corruption des parlementaires au cœur de la démocratie européenne pour arriver à faire passer des accords qui ont été annulés par la suite parce qu'ils sont illégaux. Donc voilà le contexte. Oui, il faut prendre le contexte en compte, c'est très important et elle ne peut pas se permettre d'entacher davantage son image aujourd'hui. L'Union européenne à travers tous ces scandales. Oui, tout à fait. L'Union européenne doit vraiment être ferme vis-à-vis de ces pratiques marocaines. Il y va de sa crédibilité, de la crédibilité de ses États, de la crédibilité de ses institutions. Si certains pensent que l'Union européenne est un vrai jardin, eh ben, il va falloir le prouver aujourd'hui en condamnant définitivement les pratiques du Makhzen et en donnant raison au peuple sahraoui. Autrement, ce serait aussi la jungle, l'Union européenne. Alors, verdict positif ou pas, en tout cas, la lutte sahraoui se poursuivra? Absolument, se poursuivra jusqu'au bout, jusqu'à l'indépendance, jusqu'à la victoire finale contre cette hydre qui s'appelle l'occupation marocaine. Merci, Monsieur Belalkranti, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous, Maître Devers, d'avoir répondu à nos questions en direct depuis Lyon. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention, de nous avoir suivis. Je vous demande de rester encore avec nous le temps de clore cette émission. Merci, je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.